Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Moussa Kébé, chef de caserne et capitaine des pompiers à Gonesse, connu pour son engagement au service de la Seine-Saint-Denis. Moussa est décrit comme un trait d'union entre les quartiers populaires et les institutions. Il a su s'imposer comme un acteur clé dans des contextes souvent difficiles. Comment naviguer entre responsabilité humaine et leadership en milieu d'urgence? Comment se bâtit une vision pour un territoire et une population, notamment à travers le prisme de l'inclusion et de la médiation? Dans cet épisode, nous reviendrons sur le parcours de Moussa et ses réflexions. Bonjour Moussa. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. D'avoir répondu présent. Merci beaucoup. Pour commencer, Moussa, vous êtes un enfant du Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis donc. Ouais. C'est là que vous avez forgé vos premières convictions. J'aimerais qu'on revienne sur votre parcours, un parcours qui vous a conduit à l'enseignement en physique-chimie, et puis vous avez changé de cap pour rejoindre les sapeurs-pompiers professionnels. C'est pour le moins original. Est-ce que vous pouvez me parler de ce passage d'une carrière à une autre? Alors en fait, moi, effectivement, j'étais enseignant en physique-chimie à Aulnay-sous-Bois, au lycée Voilhomme. Mais avant d'être enseignant, j'étais pompier volontaire. Donc moi, depuis que je suis tout jeune, depuis que je suis en CE1, je souhaitais devenir sapeur-pompier. Et donc à la fin du lycée, je me suis engagé en tant que sapeur-pompier volontaire. Et donc j'ai poursuivi mes études en physique-chimie. Et à la fin de mes études, eh ben, c'était soit je m'engageais tout de suite chez les sapeurs-pompiers, ou soit je pouvais continuer ma carrière de pompier volontaire et faire autre chose. Et j'étais très attiré par l'enseignement, par les sciences et le fait de transmettre des choses aux jeunes. Donc j'ai choisi de faire de l'enseignement et en parallèle rester sapeur-pompier volontaire. Et donc le moment où vous avez opéré ce changement et vous êtes consacré à une carrière de pompier, comment est-ce qu'il s'est fait? Alors ça s'est fait 6 ans après avoir commencé l'enseignement. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis très attiré par les sciences et surtout la gestion des risques, la gestion de crise. Et pour faire ça, chez les pompiers, il faut être officier. Et donc, il fallait que je passe un concours d'officier, de lieutenant ou de capitaine, que j'ai passé donc 6 ans après avoir commencé l'enseignement. Et donc je me suis dit, au bout de 5 ans, que j'avais fait mon temps à l'éducation nationale et ça m'avait vraiment plu. Et surtout, ça m'a forgé pour préparer ce concours-là. Donc là, j'étais réellement prêt pour le faire. En fait, le vrai objectif, c'était une carrière de pompier. Ah oui, et avant de commencer l'enseignement, je le savais. Je le savais que je le faisais seulement pour un temps, et surtout parce que je voulais cocher cette case-là et ne pas avoir de regrets par la suite. Je voulais être enseignant. Et comment vous faisiez pour cumuler et l'enseignement et votre carrière? Enfin, là, à ce moment-là, c'était votre formation plutôt de pompier? C'était le volontariat. Donc moi, j'étais au centre de secours de Garges-les-Gonesse, dans le Val d'Oise. Et en fait, on a la possibilité, quand on est étudiant ou quand on a un métier, d'être sapeur-pompier volontaire. Et donc, on est engagé et on peut prendre des gardes en jour, en nuit ou pendant 24 heures, en dehors donc de notre métier et quand on a le temps, en fonction de notre emploi du temps. Et il est possible que vous y reveniez un jour à l'enseignement? Eh bah, je pense pas. Non. Par contre, je continue à enseigner aujourd'hui à l'Université Paris 13 à des étudiants de master. La gestion des risques et la gestion de crise. Et donc ça, c'est relatif à votre métier de pompier? C'est ça, exactement. Je veux dire, l'enseignement de la physique-chimie, plus jamais? Non, je pense pas. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai fait mon temps, ça m'a plu. Aujourd'hui, 6 ans, Non, mais je l'avais vraiment vu comme ça, c'est-à-dire que c'était une étape. C'est ça, je le voyais vraiment comme une étape que j'ai très très bien vécue. Et j'ai plein d'autres choses que je souhaite faire, c'est pour ça que je pense pas revenir. Et on y reviendra après, mais aujourd'hui, vous retenez quoi de votre carrière d'enseignant? Eh ben, c'était une très bonne expérience qui m'a beaucoup servi aujourd'hui pour mon activité actuelle chez les sapeurs-pompiers. Être au contact des jeunes, leur transmettre des choses, c'était ce que je voulais faire et c'est ce que j'ai pu faire et que j'essaie de faire encore aujourd'hui à travers mes activités associatives notamment. Et vraiment, je regrette absolument pas. C'était vraiment une très bonne expérience. Et ce souci de la transmission, justement, il se traduit comment aujourd'hui dans vos activités? Eh ben, aujourd'hui, j'essaie de faire beaucoup de choses avec les jeunes à travers l'association Espoir Jeunes. Et au-delà de l'association, je veux dire, en tant que pompier? Et en tant que pompier, en essayant d'être avec les jeunes pour faire en sorte qu'ils puissent s'engager, essayer de susciter des vocations.
dans les quartiers populaires notamment. Et bien justement, parlons-en de cette association. Ouais. Elle s'appelle Espoir Jeune. Espoir Jeune, c'est Vous ça. l'avez cofondée. C'est ça. C'était en quelle année et de quoi il s'agit C'était exactement en 2010. Ouais. À l'époque, on était à l'université Paris 13, Bobigny. On faisait des études de chimie-biologie avec des amis. Et donc, l'idée, c'était, nous, dans notre quartier, on avait beaucoup de parents qui nous sollicitaient pour aider leurs enfants à faire les devoirs, notamment. Parce qu'on a été ciblés comme ceux qui étaient étudiants. Parce que Et vous étiez une minorité de gens qui faisaient de longues non, études. on n'était pas du tout une minorité, mais les parents, Quand pour vous la dites plupart, nous, c'est c'est qui? ceux avec qui j'ai fondé l'association. Hmm. C'est pour ça que je Oui. parle d'eux. Et on était vraiment, on Ah oui, vous participait aviez à la déjà vie fondé c'est l'association. ça, exactement. D'accord. Et on participait beaucoup à la vie du quartier. Ouais. Donc, à un moment, on s'est dit, il y a beaucoup de demandes et on va créer une association et faire en sorte que ceux qui sont avec nous à la fac viennent pour nous aider. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'association Espoir Jeune. Et ensuite, ça s'est assez développé. On a pu traiter d'autres sujets. Mais on est vraiment. Et du coup, ces sujets, c'est parce Donc, que initialement, c'est l'aide aux devoirs. Initialement, c'était l'aide aux devoirs, donc Ouais. l'éducation. Cette partie éducation-là, on l'a développée à travers différents projets qu'on a pu mener même à l'international sur le traitement de l'eau, où on a fait des projets justement avec des jeunes au Sénégal, au Maroc, Et en les Inde idées, elles même. viennent de qui? Des jeunes? Elles viennent des jeunes et de nous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont avec nous dans l'association et beaucoup de personnes qui ont des idées. Et des idées, c'est vraiment pas ce qui Ouais, manque, c'est pas ce qui mais manque. c'est parfois des problèmes de financement qui font que ça nous limite un petit peu. Donc dans cette partie éducation-là, on fait beaucoup de mentorat, de tutorat, de colonies apprenantes. Et aujourd'hui, même, on a un programme qui s'appelle les ambassadeurs, qui consiste à suivre les jeunes qui sont excellents dans nos collèges du département et de faire en sorte qu'ils deviennent les décideurs de demain à travers des bootcamps, à travers un suivi qu'on a très rapproché sur chacun de ces élèves-là et leur permettre de faire des stages d'excellence comme certains ont pu faire même dans une ambassade, à l'ambassade de France au Koweït, dans certains ministères ou des grands groupes. Et donc, typiquement, il y a des jeunes que vous suivez je sais pas, du collège par exemple jusqu'au C'est ça, post-bac. exactement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est Ça que doit être assez émouvant. oui, c'est vraiment bien. Il y a des jeunes qu'on suit depuis 2013, 2014, qui aujourd'hui sont avec nous. Il y a combien de bénévoles aujourd'hui? Il y a des bénévoles actifs, il y en a une quarantaine. Ah, parce que souvent, ces jeunes que vous accompagnez, après, C'est ils ça, deviennent exactement. bénévoles de leur plein gré, C'est en fait. exactement ça, et c'est vraiment le vertueux. principe de l'association. Et vous plaidez aussi pour une réserve citoyenne Ouais. visant à prévenir la violence. Il s'agirait de quoi exactement et qu'est-ce que vous espérez avec cette réserve citoyenne? Alors, on a connu des épisodes malheureux, notamment l'an dernier dans les quartiers populaires. Et ces épisodes-là, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y en aura d'autres. Malheureusement, parce que Pourquoi? les problématiques ne sont pas traitées dans le fond. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes dans les quartiers populaires qui ne se sentent pas français en réalité. Donc il y a vraiment un fossé qui s'est créé entre les institutions et ces jeunes-là. Et Pourquoi donc, ils ne sont pas français? et ben justement, par exemple, l'an dernier, on a eu les émeutes, enfin c'était il y a 2 ans maintenant, 2023, et beaucoup de jeunes s'attaquaient aux symboles de la République, aux commissariats, aux préfectures, aux mairies, aux casernes de pompiers même. Et ça veut vraiment dire qu'il y a une fracture qui s'est créée. Mais moi, je parle de réserve de citoyens engagés. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que quand un jeune se sent engagé, se sent inclus, eh ben, il est tout à fait... Donc le nerf de la guerre, c'est l'inclusion pour vous, ce qui Voilà, permettrait c'est de faire ça. bouger les lignes Nous, avec on une a... réserve comme celle-ci, c'est le C'est fait ça. d'insérer, de représenter ces jeunes. Exactement. Nous, on l'a testé pendant les émeutes où on a des jeunes qui, il faut savoir, dans un quartier, sur 100 jeunes, il y en a 3, 4, 5 qui vont réellement poser problème. Et il y en a 70 qui ne posent aucun problème. Et l'entre-deux, c'est un petit peu le ventre mou, c'est ceux qui vont être Oui. influencés soit du bon, soit du mauvais côté. Et c'est ça le cœur de cible? Exactement, c'est ça le cœur de cible. C'est avec eux que nous, on a beaucoup travaillé pendant les émeutes et on leur a donné des responsabilités à chacun, justement pendant cette période-là. Vous avez des exemples concrets? Ah oui, nous, on a des jeunes justement qui sont dans cette situation-là, dans nos quartiers, à qui on a confié des responsabilités, un téléphone portable, un numéro à contacter, des sites à protéger. Et ils le faisaient très très bien. Et ils le faisaient encore mieux que
ce qu'on pouvait espérer, tout simplement parce qu'ils ils se sentaient responsabilisés, engagés, ils avaient une mission. Et c'est pour ça que moi, je suis pour cette réserve des citoyens engagés. Quand on a un jeune qui se sent engagé, ben, c'est un jeune à qui on peut donner des responsabilités. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de manières de s'engager en réalité en France. On peut faire partie on peut faire des services nationaux universels, des services civiques dans une association, faire partie d'une réserve, les réserves de police, de gendarmerie. Et même chez les pompiers, nous, les sapeurs-pompiers volontaires, c'est comme des réservistes, c'est des citoyens qui sont engagés. Et donc, malheureusement, tous ces dispositifs-là, ils ne sont pas forcément connus de tous. Et je pense que le fait de les mettre en avant pourrait solutionner beaucoup de problématiques. Et moi, la constitution de cette réserve de citoyens engagés, l'idée, ce serait que cette réserve-là soit mise à disposition des maires dans leurs communes qui, eux, sont parfois en difficulté lorsqu'il y a ces problématiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup pour les maires et les préfets de risques majeurs. Donc les risques majeurs qui sont connus, ce sont des risques naturels ou des risques technologiques. Et donc face à ça, lorsqu'un maire dans sa commune a des risques qui sont naturels ou technologiques, risque naturel, c'est, je ne sais pas, risque d'inondation, d'avalanche ou autre, ou un risque technologique parce qu'on a une industrie chimique dangereuse, et ben, le maire, face à ça, peut constituer une réserve communale de sécurité civile. Donc ce sont des personnes qu'il va pouvoir solliciter en cas de crise demain. Et donc cette réserve de citoyens engagés que je prône, c'est ces jeunes de ces quartiers plus ou moins difficiles qu'on va pouvoir de la même manière solliciter lorsque demain on aura une crise sociétale. Donc, et vous avez la conviction que ça peut faire bouger les lignes? Je suis absolument convaincu que ça peut faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, si demain j'étais maire et j'avais la possibilité d'actionner un bouton à n'importe quel moment qui me permettrait d'avoir avec moi, je ne sais pas, 50, 60 jeunes de ma commune, que je suis en parallèle. L'idée, c'est pas seulement de les appeler quand j'ai besoin d'eux, mais c'est constituer cette réserve-là et les suivre tout au long de l'année, leur permettre, je sais pas, moi ce que je voulais, c'est qu'ils aient les mêmes droits que les étudiants et qu'il y ait un suivi pour chacun de ces jeunes-là. Donc en réalité, c'est un dispositif qui, je pense, est très intéressant et qui pourrait régler beaucoup de problèmes. Et vous concernant, vous pensez que le fait d'avoir été pompier volontaire, ça a été déterminant dans votre trajectoire personnelle? Bien sûr. Après, moi, personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis tout jeune, je voulais être pompier, donc je m'y intéresse. C'est venu comme ça ou vous aviez un modèle? Bah, en fait, moi, j'habitais à Aulnay-sous-Bois et en face de mon quartier, il y avait la caserne des pompiers. Et je les voyais passer, éteindre des feux. Je me souviens des feux de voiture. C'est là, comme ça, que je me suis dit, j'aimerais bien être pompier. Et ça m'a jamais quitté. Et donc, dès que j'ai terminé le lycée, je me suis engagé en tant que sapeur-pompier volontaire. Et évidemment, c'est des endroits où on apprend beaucoup de choses. La rigueur, le respect. C'est pour ça que les centres de secours, les casernes de pompiers, elles doivent être ouvertes à tous les jeunes des quartiers populaires, aux milieux ruraux. C'est vraiment, je pense, des endroits qui font de tous ces jeunes-là et qui peuvent les transformer. Votre caserne, par exemple, elle est inclusive, elle est... Bah moi, en tout cas... Vous œuvrez en ce sens? Exactement, ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis chef de centre. Et nous, on a tout intérêt à recruter des sapeurs-pompiers volontaires. Il faut savoir qu'en France, 80% des sapeurs-pompiers sont volontaires. Et c'est la distribution du secours. Et comment vous faites-vous pour justement aller les chercher au moins à l'échelle de votre caserne? Nous, à l'échelle de notre caserne, on fait énormément de projets avec la commune et les communes alentours. On travaille beaucoup avec les associations locales, services jeunesse. On essaie d'ouvrir les portes du centre de secours avec les collèges, les lycées alentours. Dernièrement, on a fait une journée spéciale sécurité dans un lycée, le plus grand lycée de la commune, où on s'est installé pendant toute une journée. Donc les départs se faisaient du lycée. On avait plein de stands et d'ateliers dans le lycée qui permettaient aux jeunes de venir nous voir. Et on faisait même nos exercices et nos manœuvres dans la cour du lycée. Et alors, ça fonctionne? Vous sentez que ça fait de l'effet? Bien sûr, depuis ce jour-là, on a recruté plusieurs élèves du lycée. Et en plus, il y a cette vision-là où effectivement on souhaite recruter, mais il y a également une mission de prévention qu'on fait auprès de ces jeunes-là sur les risques domestiques, les risques courants. Et également, moi, je suis absolument persuadé que le fait que les pompiers
et la population se connaissent, ça règle beaucoup de problèmes. Oui, oui. Combien de personnes sont sous vos ordres aujourd'hui? Donc aujourd'hui, à Gonesse, il y a 90 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Et vous êtes passé de rien à cette énorme équipe ou vous dirigiez déjà une petite équipe et ça s'est fait crescendo? Non, en fait, quand on réussit les concours d'officier, d'abord on a 1 an et demi de formation, parce que moi Oui. j'ai repassé la formation de lieutenant puis de capitaine, Mm. et ensuite j'ai commencé à l'état-major des pompiers dans un service où j'avais pas grand monde sous mes ordres, et par la suite j'étais au centre opérationnel départemental, donc c'est là où on réceptionne les appels Oui. 18, où j'étais adjoint au chef. Donc là, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier, et après ça, j'ai été nommé chef de centre. Et aujourd'hui, en fait, concrètement, vous managez des managers qui eux-mêmes managent des managers qui Oui, eux-mêmes c'est managent. ça exactement. En fait, Et nous, c'est quoi la spécificité alors de ce rôle? Comment ça se traduit au quotidien? Comment vous faites pour rester malgré tout connecté avec le terrain, quoi? c'est ça. En fait, chez les pompiers, ça fonctionne de manière pyramidale. Donc, on a des cycles de garde, et sur chaque garde, on a des sous-officiers de garde qui sont adjudants ou adjudants-chefs, Mhm. qui eux ont la responsabilité de la garde. Et au sein même de ces gardes-là, on a d'autres sous-officiers, des sergents, des caporaux-chefs, des caporaux. Donc ça fonctionne vraiment de manière pyramidale. Et Mm. moi, en ma qualité de chef de centre, avec mon adjoint, on a la mission de faire en sorte que le centre tourne. Mm. On doit être garant déjà de la sécurité de notre personnel et garant de la distribution des secours. Mm. Il faut absolument que les personnes qu'il y a dans nos communes puissent être secourues le plus rapidement possible. Et pour ça, il faut que les pompiers soient présents, Mm. il faut que les camions soient fonctionnels, il faut que les pompiers soient formés. Donc c'est tout ça qu'on regarde. Et en parallèle, moi, j'ai une autre mission opérationnelle, c'est-à-dire que en ma qualité de chef de colonne, ma mission, c'est de commander une opération de secours qui est assez conséquente. Mm. Et c'est une grande responsabilité, sans compter que c'est un territoire précaire. Comment est-ce que vous voyez votre rôle au-delà de la question opérationnelle pure sur le territoire? Bah, Ça, c'est des choses que je ressens vraiment sur le Ouais. territoire, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie d'être au contact de la population. Et c'est un territoire qui me ressemble, parce que c'est des territoires dans lesquels j'ai grandi. Ouais. Et les personnes que je rencontre dans les différents quartiers, c'est des personnes qui ont à peu près la même histoire de vie que moi. Et donc, c'est beaucoup de personnes qui peuvent se projeter ou qui, Vous pensez que ça change quoi en fait ça change que à dans partir vos du moment, interventions? en fait, à partir du moment où on peut se reconnaître auprès de personnes, on a d'autres exemples qui sont plus ou moins concrets. Mm. Et je pense que c'est vraiment ça qui change. Et c'est pour ça que je prends ça vraiment comme une mission. Et pour le moment, ça fonctionne assez bien. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses positives qui se font. Moi, aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire en ma qualité de chef de centre avec les pompiers. Et c'est pour ça que j'essaie de le faire au maximum. Et quand vous dites des choses, vous parlez de quoi? C'est tout ce qui sort du milieu sapeur-pompier, avec toutes les associations, tous les dispositifs qui sont mis en place dans les quartiers populaires. Il y a Et vraiment cette beaucoup de vision, choses vous positives. essayez de la transmettre à tous les membres de la caserne? Et C'est une condition sine qua non pour faire partie de la caserne, c'est de partager votre vision? non, c'est pas du tout. Pas du tout, parce que quand tu arrives, et c'est vraiment pas ce que je veux faire, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'imposer des choses. Mhm. Mais par contre, Néanmoins, il y a toujours ce souci de la transmission, du c'est ça, partage, exactement. Et au-delà du côté opérationnel pur et... moi, mon souhait le plus fort, c'est que les pompiers puissent avoir un autre œil Oui. sur les quartiers populaires qu'ils défendent eux-mêmes. Et c'est que ces quartiers populaires-là puissent avoir un autre œil des pompiers. Et moi, je me sens vraiment entre deux. Et lorsque nous, comme je le dis, on travaille avec les associations, avec les jeunes, avec les lycées, avec la commune, c'est positif pour nous aussi, hein, pour les pompiers, parce que ça nous permet à nous de mieux connaître les gens qu'on défend. Ça nous permet de mieux connaître certaines cultures. Et pour faire changer si on se place par exemple du côté des pompiers, pour faire changer ce regard sur la population qui peut, j'imagine, exister, comment vous y prenez? Ça passe par le fait de leur faire rencontrer des jeunes, que des jeunes viennent à C'est la le partage. caserne? C'est le partage. Nous, comme je l'ai dit, il y a vraiment souvent des jeunes qui viennent à la caserne pour des stages. Certains participent à des projets de réhabilitation dans le centre de secours. Donc on partage des moments avec des groupes de jeunes pendant 1 semaine, 2 semaines, et ce sont les mêmes jeunes.
Et vous voyez les regards changer dans les deux sens? Bien sûr, et je le vois réellement, on le ressent, et il y a un signal fort qui est assez important, c'est que aujourd'hui dans notre caserne, on a de plus en plus de jeunes qui viennent d'eux-mêmes Oui, pour poser des questions ça, c'est et s'engager. une vraie Et satisfaction, parce que j'imagine. ça, le bouche à oreille fonctionne, euh, effectivement, c'est une satisfaction. Mm. Du fait de votre métier de pompier, vous connaissez des situations d'urgence Hmm. constamment présentes. Comment est-ce que vous gérez les dilemmes éthiques? J'imagine qu'il y en a. Dilemme éthique, Comment est-ce que c'est-à-dire? vous arbitrez entre plusieurs urgences parfois, j'imagine qu'il faut juste écouter son intuition. Bah, on a la chance, si, en tout cas en France et nous en région parisienne, d'avoir un maillage de secours assez resserré. C'est-à-dire que lorsqu'on a une opération qui va nous amener à faire des choix, on a la possibilité de faire des demandes de renfort qui arrivent très rapidement. Mm. Et ce qui nous permet d'éviter justement à faire ces choix-là. Mais dans les réactions immédiates, évidemment, parfois on peut avoir des choix à faire et Et c'est des, là, vous êtes seul face à vous-même? eh ben non, je suis pas seul, justement, parce on a une équipe Mm. avec dans les engins des chefs d'agré, etc. Et on essaie vraiment de prendre la meilleure décision. En général, c'est la mise en sécurité des personnes ou le sauvetage lorsque les personnes sont réellement menacées. Mm. Donc là, il va y avoir des choix à faire, mais très, très rapidement, Oui, il y a c'est beaucoup de déjà monde qui arrive. codifié. C'est ça, exactement. Euh, dans votre parcours, l'échec a-t-il été une part constitutive de votre apprentissage? Eh La notion ben, d'échec? bien sûr, je pense que l'échec, tout le monde connaît un échec un jour, Ouais. et il faut le voir de manière positive, cet échec-là, pour pouvoir rebondir. Euh, Nous, quand on vient de quartiers populaires, c'est très souvent que on est confronté à des difficultés, et Mm. c'est ce qui fait notre force. Moi, aujourd'hui, ce qui a fait ma force dans tout mon parcours, justement, c'est d'avoir eu tout au long de ma vie, et je dis vraiment pas ça pour me plaindre, au contraire, j'en suis très content, et ben, d'avoir eu des difficultés de vie qui font que bah, Des difficultés, mais pas des échecs. bah, les deux, des Mm. difficultés et des échecs qui font que Mm. on se relève et Mm. on veut réussir, et on veut toujours faire plus pour pouvoir être le meilleur et réussir ses Et objectifs. est-ce qu'il y en a qui ont particulièrement façonné votre vision aujourd'hui du management, par exemple, de votre façon de leader? Bah, moi, j'ai eu la chance de connaître différents managers quand j'étais sapeur-pompier volontaire, par exemple, ou avoir eu dans mon entourage des personnes qui ont fait des choses, rien à voir avec les pompiers d'ailleurs, Ouais. et, Qui vous ont servi de leçon pour la suite. et qui m'ont vraiment servi de leçon pour la suite. Et ça me C'est une permet forme de aujourd'hui mentorat d'échecs. c'est ça, et ça me permet aujourd'hui de prendre du recul sur beaucoup de choses, Mm. vraiment. Et voilà. Comment est-ce que vous voyez votre rôle dans 5 ou 10 ans? Mon Est-ce que vous rôle avez dans encore ça. des rêves déjà? Puisque votre rêve, c'était d'être pompier, vous l'êtes. Oui, Chef de caserne. exactement. Je dis souvent quand j'étais. Maire, on a évoqué tout à l'heure maire, je ne sais pas si c'est une blague, si vous étiez maire, Non, mère, non. candidat à Non, la non, mairie pas de du tout. Gonesse. Non, non, pas du tout. Non, Pas c'est du pas tout. l'étape d'après. Non, c'est pas l'étape d'après. Moi, je suis pas trop dans la politique. Par contre, j'essaie de mettre en place des actions avec le peu de moyens que je peux avoir. Et moi, ce que j'aime, et mon entourage également, c'est de voir les effets immédiats sur ce qu'on met en place. Mm. Et effectivement, les rêves, quand j'étais petit, je voulais absolument être pompier. Aujourd'hui, j'ai la chance Super. d'avoir une caserne de pompiers. Donc c'est énorme. Mm. Donc vraiment, moi, on va dire que aujourd'hui, je peux vraiment me contenter de ça. Oui, c'est le cas. Et c'est le cas. Et demain, dans 5 10 ans, je sais pas trop. C'est déjà très très bien. Si vous deviez donner un conseil à un jeune manager ou un futur chef de caserne, puisque c'est Mm. votre métier, quel serait-il? Eh ben, le conseil que je donnerais, même si je ne pense pas avoir énormément de recul, hein, ça fait seulement 2 ans que je fais ça, mais le Oui, mais conseil vous que avez je donne. fondé une Ouais, association, bien vous sûr, avez dirigé des bénévoles, vous c'est avez... exactement. Le conseil que je donne, c'est d'essayer d'être compréhensif auprès de chacun des personnes qu'on a sous notre responsabilité, et d'être juste avec tous. La justice, ça fonctionne tout le temps. Parce que en tant que manager, et surtout quand on a du monde, parfois il faut faire des choix.
Et le fait de traiter toutes les personnes de la même manière fait que on garde beaucoup plus de crédibilité face aux situations-là. Et avoir de la proximité avec les agents. Essayer d'être avec eux et d'être au plus proche de ces équipes, c'est extrêmement Ça, important c'est un parce que ça... principe qui vous guide? Ah oui, oui, moi vraiment dans ma caserne, j'essaie vraiment d'être au plus proche des agents, euh, au contact et être avec eux Comment dès que vous je peux. définiriez votre style de management? Comment je définirais mon style de Ouais. management? Moi, c'est un management, euh, on va dire que je suis très à l'écoute. Je suis très à l'écoute, j'essaie vraiment d'écouter les paroles de chacun, qu'il soit homme du rang, équipier ou sous-officier, peu importe. Je pense que chacun a son mot à dire et tout le monde peut avoir de bonnes idées. Donc j'essaie vraiment d'être à l'écoute de Et tous. comment vous assurez justement de recueillir les paroles Et de ben tous? on se voit souvent, on discute beaucoup avec les agents, on fait beaucoup de réunions avec tous, tous les agents. Et lorsque j'essaie de mettre en place des choses, parfois il y a des choses où je vais pas demander l'avis aux Mm. personnes, mais ce qui va vraiment concerner le fonctionnement du centre de secours, eh ben, j'essaie de solliciter le maximum et d'écouter ce qu'ils ont à dire Mm. et à la fin de trancher. Mm. Ça, c'est, on va dire, dans le quotidien du centre de secours. Par contre, quand on est en intervention, nous, on ne peut pas se permettre de faire ça parce que je ne vais pas me permettre de demander à tous les agents leur avis ou autre. Et là, on fait vraiment du Ouais. commandement, donc c'est très vertical. Mm. Et vous, aujourd'hui, qui vous écoute? Qui vous aiguille quand vous avez besoin de conseils, malgré tout? Vous devez encore avoir besoin de conseils parfois. Bien sûr, beaucoup de monde. Moi, Même en j'ai, dehors de la caserne, je veux dire, est-ce qu'il y a des figures, des gens là depuis bah, toujours euh, on va dire que au sein des pompiers, mes collègues qui sont chefs de centre, ou bien ceux qui sont un peu plus gradés que moi, même peut-être moins gradés, en fonction des situations, moi, j'ai absolument aucun mal à demander des conseils ou à m'avouer en situation d'échec. Ça me dérange absolument pas. Mhm. Donc ça, c'est pour le Pas de milieu des problème d'ego. sapeurs-pompiers. Ah, j'en ai absolument aucun. Et après, dans la vie de tous les jours, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis, mes frères, ma mère, et c'est des personnes avec qui je discute beaucoup. Merci beaucoup, Moussa. C'est déjà la fin de cet entretien. Merci. Merci pour cet échange inspirant. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.